Bonsoir à tous, je suis Marie de chez Carlotta Film, le distributeur de ce film. On est ravis ce soir de vous voir aussi nombreux pour la sortie de la trilogie Musashi. Et on est aussi très ravis d'accompagner Pascal Alex Vincent, cinéaste et professeur, et qui est aussi l'auteur du livre qui vous a été distribué sur cette trilogie et qui va donc vous présenter le film ce soir, La légende de Musashi. Bien, bonsoir à tous, je suis vraiment ravi de présenter Musashi aujourd'hui, le jour de sa sortie. Je remercie le Champeau et Madame Brenavant et son équipe d'accueillir cette sublime trilogie. Il se trouve que la dernière fois qu'on a vu la trilogie Musashi sur grand écran, c'était en 1993. Je travaillais déjà à l'époque dans la distribution de films japonais. On avait sorti cette trilogie à l'époque au Maxander Panorama, et donc ça veut dire que ça fait 28 ans qu'on n'a pas revu Musashi sur grand écran, et donc c'est un événement, et je suis très heureux que le Champeau accueille à nouveau cette trilogie. Alors je précise, il s'agit vraiment d'une trilogie, c'est-à-dire que les 3 épisodes se regardent dans l'ordre, il y a un côté feuilletonesque qui fait que à la fin du film que vous allez voir, ça va s'arrêter brutalement. C'est pas qu'il y a un problème, c'est juste que pour voir la suite, il faut aller voir le deuxième film, voilà. Donc Duel à Ishijoji, et puis le troisième après, qui s'appelle La Voie de la Lumière. Donc Musashi, c'est vraiment important quand on aime le cinéma japonais. C'est vraiment, ça représente la quintessence du cinéma de studio des années 50. Vous savez, les années 50, c'est un peu un âge d'or dans l'âge d'or des studios japonais. C'est le moment où le cinéma japonais est très très en forme. Il se trouve que le système des studios japonais, il est en tout point identique à celui des studios hollywoodiens, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui se font concurrence entre elles et qui ont pour vocation de produire des films à la chaîne et de faire les meilleurs résultats au box-office, sachant qu'évidemment les studios donc, sont vraiment dans une logique extrêmement concurrentielle. Et donc le film que vous allez voir, ainsi que les 2 suites, ce film-là est produit par la Toho, un très très gros studio qui existe encore et qui à l'époque, dans les années 50, ambitionne de n'être rien moins que la Paramount japonaise. Ils ont de très gros moyens et ils veulent être le premier des studios japonais. Et donc, il se trouve que en 1954, quand le film que vous allez voir est tourné, l'occupant américain a quitté le Japon depuis 2 ans. Vous savez, pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire, qu'au lendemain de la guerre, les forces d'occupation américaines, telles qu'on les désignait, sont venues s'installer au Japon, et entre autres choses, elles ont contrôlé de très très près l'industrie cinématographique japonaise, et elle décourageait les studios de représenter les samouraïs à l'écran, parce que pour les Américains, la figure du samouraï représentait le Japon d'autrefois, un Japon que les Américains ne voulaient plus voir au cinéma, parce que c'était ces fameux samouraïs qu'on mettait en avant pendant la guerre auprès des jeunes soldats japonais, et ça, l'occupant américain ne veut plus voir de films en costume sur les écrans. Il préfère au contraire que les studios japonaises produisent des films qui se passent dans le Japon contemporain, celui donc d'après-guerre. Et notamment des films qui vantent les vertus de la démocratie, en tout cas de la démocratie envisagée par les Américains, vantent les vertus de la démocratie au public japonais. Donc ça veut dire que jusqu'en 1952, date à laquelle les Américains ont quitté le Japon, il est extrêmement compliqué pour les studios de mettre en scène des histoires de samouraïs. Voilà. Et c'est pour ça que à partir de 1953, la Toho se dit on va pouvoir à nouveau montrer des histoires de samouraïs. Alors, ils ont déjà commencé en 1950 parce que la censure américaine a un peu levé le pied. Mais là, 1953, c'est le moment où la Toho se dit on va convoquer sur grand écran le plus célèbre de tous les samouraïs, en l'occurrence Miyamoto Musashi. Alors, je rappelle que Miyamoto Musashi a réellement existé. Si vous allez à Kyoto ou dans certains villages au Japon, vous trouverez sa statue, c'est une sorte de héros national. Musashi a été un samouraï très connu au XVIIe siècle, très connu parce que c'était vraiment un samouraï hors pair. Il savait notamment se battre avec 2 sabres, un dans chaque main, et il était aussi habile de la main gauche que de la main droite. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment perfectionné son art du sabre, qui a perfectionné son art du sabre tout au long de sa vie. Il a fait son premier duel à l'âge de 13 ans, et il a comme ça tué aussi de nombreux rivaux. Et donc au XVIIe siècle, Musashi c'était le samouraï avec qui on voulait se battre, parce qu'il était supposé être
le plus fortiche de tous les samouraïs, voilà. Et donc, il a comme ça lui-même, de son vivant, construit un peu sa propre légende, hein, et donc on a commencé à raconter l'histoire de Musashi, ses exploits fictifs, ses exploits réels. Et puis un jour, Musashi a décidé d'arrêter de se battre, et il a eu une deuxième vie, où il s'est retiré, et il s'est consacré à d'autres arts que les arts martiaux, il s'est consacré à la calligraphie, à la peinture, mais aussi à l'écriture. Et Musashi a cette singularité d'être un cinéaste qui a théorisé l'art du sabre et l'art de la guerre. Et il s'est mis à écrire sur son expérience de grand sabreur, de grand bretteur, et il a comme ça écrit un livre qu'on trouve très facilement en France, qui s'appelle Le Traité des 5 roues, hein, qui est un livre qui raconte avec précision comment faire la guerre et comment utiliser son sabre. Mais aussi, c'est vraiment un des livres essentiels sur précisément l'art de la guerre. Je précise que, pour l'anecdote, c'est un livre qui est au programme de beaucoup d'écoles de commerce en France. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Et puis, Musashi, évidemment, dès que le cinéma est arrivé au Japon, le cinéma s'est intéressé à cette figure héroïque, à cette figure historique, et dès ce qu'on appelle le cinéma primitif, le cinéma des premiers temps, le cinéma japonais s'est intéressé aux exploits de Musashi. Donc ça veut dire que Musashi, vous trouvez une pléthore de films absolument invraisemblables autour de ce personnage. Dans le petit livre que j'ai coécrit, qui vous a été offert, on a recensé environ 60 longs-métrages dont il est le héros, mais il y a aussi des feuilletons, des séries, et aussi bien sûr un manga très connu en France qui s'appelle Vagabond, hein. Un manga, c'est une bande dessinée, voilà. Et puis bien sûr des jeux vidéo, hein. Musashi, son destin était finalement d'atterrir dans des jeux vidéo, et c'est le cas, voilà. Donc, Musashi, héros de plusieurs jeux vidéo. La trilogie que vous allez voir, elle fait partie donc du corpus impressionnant de films dédiés à Miyamoto Musashi. Mais pourquoi on retient cette trilogie-là en particulier? C'est tout simplement parce que l'épisode que vous allez voir, qui est donc le premier des 3 épisodes, a eu l'Oscar du meilleur film étranger en 1956. La version que vous allez voir, c'est la bonne version, c'est ce qu'on appelle le Director's Cut, puisque la version qui a eu l'Oscar en 1956 était une version remodelée par le studio américain qui l'a exploité, et il y avait un narrateur qui était William Holden qui racontait ce qui se passait à l'écran, parce qu'à l'époque on n'avait pas trop l'habitude de voir du cinéma japonais et il fallait expliquer beaucoup de choses. Heureusement, depuis, le public a évolué, et là la version que vous allez voir est sans la voix de William Holden, hein, c'est vraiment la version originale telle que le public japonais l'a vue à l'époque. Et puis bien sûr, c'est une version restaurée, c'est-à-dire que même la version que j'ai moi-même sortie en 1993 n'était pas aussi belle que celle que vous allez voir. Vous allez voir, les couleurs sont absolument incroyables, et donc c'est vraiment une chance de découvrir la trilogie Musashi au Champeau, sur un des 2 écrans du Champeau. Alors, que dire d'autre? Il se trouve que Musashi, donc, c'est vraiment, encore une fois, le meilleur du cinéma japonais de studio. C'est un très grand divertissement. C'est aujourd'hui, ça s'appellerait un blockbuster, hein, tout simplement. La Toho a mis de très très gros moyens. 1954, c'est une année importante pour la Toho, parce qu'imaginez que la même année, la Toho va produire Le Grand Monde en montagne de Mikio Naruse, Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa et Godzilla. Donc imaginez, hein, voilà, pour eux, l'année que ça représente, et c'est l'année donc où la Toho va commencer à s'exporter dans le monde entier, réalisant leur ambition qui était de devenir le gros studio japonais à vocation internationale. Et qui dit studio japonais à vocation internationale dit acteur à vocation internationale, et vous pouvez voir derrière moi le visage de Toshiro Mifune, qui est la plus grande star asiatique, là aussi à dimension internationale, après l'acteur du muet Sesu Hayakawa et avant Bruce Lee. Il y a eu Toshiro Mifune, donc, qui était dans les années 50, 60 et 70 à peu près le seul acteur d'origine asiatique identifié dans le monde entier. C'était vraiment une superstar qui va finir par tourner à Hollywood, il va tourner avec John Boorman, il va tourner avec Steven Spielberg. Il est même, pour ceux qui ont vu un des derniers films de Spielberg, qui s'appelle Ready Player One. Alors, Mifune est mort il y a longtemps, mais il est dans Ready Player One, puisque son visage a été reconstitué numériquement pour un des personnages, qui s'appelle Toshiro. Et donc, c'est vraiment une icône, hein, du cinéma d'action, une icône du cinéma asiatique international, Toshiro Mifune, et on peut dire que la trilogie Musashi a vraiment contribué à l'installer
dans ce statut d'énorme star du cinéma asiatique. Il est absolument de tous les plans, hein. Le film est un véhicule, comme on dit, à la gloire de cet acteur absolument incroyable, un acteur très physique, un acteur dans la vie qui était féru d'arts martiaux, hein, il en pratiquait beaucoup. Or, il se trouve qu'on connaît Mifune surtout pour sa collaboration avec Akira Kurosawa, puisqu'il a été l'acteur fétiche d'Akira Kurosawa, avec qui il a tourné, je crois, 16 films, mais on connaît moins sa collaboration avec Hiroshi Nagaki, le réalisateur de la trilogie Musashi. Et pourtant, il a été aussi l'acteur fétiche d'Hiroshi Nagaki, puisqu'il a tourné 20 films avec Inagaki. Et Inagaki, son malheur un peu, c'est d'être arrivé, en tout cas à l'international, après Kurosawa. Alors je précise qu'Inagaki, c'est la génération d'avant celle d'Akira Kurosawa. Inagaki a d'abord été un cinéaste qui a beaucoup œuvré dans le cinéma muet. Mais quand on regarde la filmographie de Hiroshi Nagaki, on se rend compte que, exactement comme Kurosawa, il a eu un Oscar, exactement comme Kurosawa, il a eu un Lion d'Or à Venise, et exactement comme Kurosawa, il a tourné beaucoup avec Toshiro Mifune. Donc c'est deux carrières un peu semblables, mais la postérité a plutôt reconnu, et même largement reconnu, Akira Kurosawa. Et donc j'espère que cette trilogie qui nous revient avec voilà, dans une version restaurée magnifique, pourra remettre Hiroshi Nagaki voilà, au premier plan, parce que c'est vraiment un cinéaste très important dans l'histoire du cinéma japonais et qui a vraiment fait la fortune de la Toho, puisqu'il a, à partir de 1928, fait beaucoup de succès, a eu beaucoup de succès au box-office. Il avait une spécialité qui était le film en costume, ce qu'on appelle jidaigeki en japonais, hein. Il n'a fait quasiment que ça, des films en costume, et c'était un peu sa marque de fabrique. C'était une sorte de grand artisan des studios, hein. Ces films étaient extrêmement soignés. Sa signature est peut-être moins visible, moins forte que celle de Kurosawa, mais néanmoins c'était un abonné au succès, hein, et on allait volontiers dans les années 50 et 60 voir le nouveau film d'Inagaki parce que c'était un cinéaste extrêmement populaire qui faisait des divertissements familiaux qu'on allait voir le week-end avec toujours énormément de vedettes, hein, comme dans le film que vous allez voir ce soir. Pour terminer, et avant une petite surprise qui est réservée au Champeau, le film que vous allez voir date de 54, le deuxième épisode, Duel à Ichijoji, date de 55, et le troisième épisode est sorti en janvier 56 au Japon, donc il faut vraiment voir les trois films dans l'ordre. Et il se trouve que ces trois films ont une autre singularité, c'est le moment où donc, le cinéma japonais découvre la couleur, hein, qui est arrivée tardivement dans le cinéma japonais, de la même façon que le cinéma parlant est arrivé tardivement dans l'histoire du cinéma japonais. Et le premier film en couleur au Japon date de 1951, c'est un film tourné par un studio concurrent, la Shochiku, et la Toho, elle a vraiment, encore une fois, beaucoup d'ambition, elle veut faire mieux que les autres studios, et plutôt que d'utiliser la pellicule couleur nationale, qui est la pellicule Fuji, la Fujicolor, la Toho va acheter aux Américains l'Eastman Color, qui est une pellicule produite par Kodak, parce qu'elle trouve que les résultats de l'Eastman Color sont vraiment beaucoup plus spectaculaires que la Fujicolor. C'est leur avis, bien sûr, mais vous allez voir que c'est vrai que les couleurs du film de ce soir, donc qui est historiquement le deuxième film en couleur de la Toho, les couleurs sont absolument incroyables. On a vraiment l'impression de voir le meilleur du cinéma en couleur des années 50. Voilà. Donc vraiment, je vous encourage à voir les trois films, à les voir dans l'ordre, et puis bien sûr à lire le petit livre que j'ai coécrit qui vous a été offert. Mais passons aux choses sérieuses, puisque je viens d'apprendre que Carlotta vient avec un cadeau. Un cadeau que j'aimerais beaucoup avoir moi-même d'ailleurs, mais bon, on va le faire gagner. Voilà. Il s'agit d'une affiche, alors non pas l'affiche officielle de Carlotta Film, mais d'une affiche en papier plus épais, conçue par un graphiste américain qui s'appelle... Avec Tony Stella. Ah oui, Tony Stella, oui, un graphiste très coté, et cette affiche a été tirée à très peu d'exemplaires, donc voilà. Et c'est un cadeau spécialement pour le Champeau, voilà, et Marine de Carlotta Film a cette affiche dans la main, voilà. Donc pour vous la faire gagner, allez, une petite question quiz, je vais un peu improviser. Alors, la première personne qui lève la main gagne l'affiche, bien sûr, levez la main haut et clair, hein, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de bagarre. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, Musashi, c'est Toshiro Mifune, Toshiro Mifune, c'est Musashi. Je vous ai également dit que le premier épisode de cette trilogie a eu l'Oscar du
meilleur film étranger à Hollywood. Mais c'est pas la première fois que Toshiro Mifune joue dans un film qui remporte l'Oscar du meilleur film étranger. Quel est le film précédent dans lequel jouait Mifune qui a remporté le meilleur film étranger? Monsieur, vous avez levé la main en premier. Rashomon, bravo. On peut applaudir. Rashomon, Akira Kurosawa, film de 1950, qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger en 1952 à Hollywood, qui a été aussi l'objet d'un remake avec Paul Newman, etc. Voilà, Akira Kurosawa. Voilà, bonne projection, c'est du grand spectacle, c'est du divertissement, c'est des couleurs sublimes, voilà, donc vraiment merci à vous et bonne projection.